L'Association d'ethnologie de l'Université de Strasbourg a le plaisir de vous présenter une conférence donnée par M. Jeremia Cometti, spécialiste en anthropologie de la nature et enseignant-chercheur attaché au laboratoire des dynamiques européennes. Cette conférence s'intitule « Anthropologie du changement climatique chez les Kéros des Andes péruviennes » et s'est tenue dans le bâtiment patio de notre chère université strasbourgeoise le 4 décembre 2017. Cette conférence se veut complémentaire de la thèse doctorale de M. Jeremia Cometti publiée aux éditions Peter Lang en 2015 et ayant pour nom « Lorsque le brouillard a cessé de nous écouter, changement climatique et migration chez les Kéros des Andes péruviennes ». L'ensemble des membres du conseil d'administration de l'association d'ethnologie vous souhaite une belle écoute. Merci. L'association d'ethnologie, pour moi, c'est vraiment un plaisir et un honneur d'être ici parmi vous. Je vois très nombreux, donc je suis très content de voir que l'anthropologie, mais aussi le temps de ce soir, du changement climatique, c'est un sujet qui touche un peu tous et qui est au cœur aussi de préoccupations d'aujourd'hui pour toutes les sociétés qui habitent cette planète. En fait, ce soir, je vais parler de ce que j'ai fait pendant les travaux. J'essaie de parler fort, j'espère que tout le monde m'entend. De ce que j'ai fait pendant mon travail de thèse, en fait, chez les Kéros, cette communauté des Andes péruviennes. Et le sujet de ma thèse, techniquement, c'était d'étudier la relation entre la migration d'une population humaine, dans ce cas les Kéros, avec le changement climatique. Mais comme j'essaie d'expliquer pendant mon exposé, j'ai trouvé depuis le début très important de comprendre et concevoir comment en fait la société donnée, dans ce cas les Kéros, concevait, interprétait et expliquait dans ses propres termes ce que nous, en Occident, on définit sous le terme scientifique de changement climatique, normalement expliqué selon les sciences dites naturelles, donc voir la biologie, la chimie ou la physique. Pourquoi le Pérou? En fait, je ne suis pas devenu, on va dire, andiniste par hasard. C'est notamment pour des raisons climatiques, écologiques que j'ai décidé de faire en fait ma recherche de doctorat au Pérou. Je me suis en fait intéressé d'abord comme je dis avant, la relation entre le changement climatique et les migrants forcés du climat. Et j'avais pris à l'époque, pendant mon master, le cas des migrants forcés des petites îles de l'océan Pacifique. Ce n'était pas un travail ethnographique. Dans ces cas-là, je travaillais avec le cas des migrants de Tuvalu et aussi Kiribati, ils sont encore censés être en fait les premiers États qui allaient disparaître, pas pour une conquête, pas pour une guerre, mais parce que en fait, le territoire de ces États probablement va disparaître vers la fin de ce siècle à cause de la montée du niveau de la mer. Et donc il y a toute une problématique en fait que ces migrants, selon la Convention de Genève de 51, si je ne me trompe pas, et son protocole de 67, qui était, comme vous le savez, dessiné et pensé justement dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, on concevait en fait le réfugié par rapport à des questions de guerre, de race, d'ethnie, mais pas pour des questions liées à l'environnement général. Donc si d'un côté je m'étais intéressé à la montée du niveau des océans, je me suis dit pour mon ethnographie je vais aller de l'autre côté de la problématique, c'est-à-dire à la fonte des glaciers. À la fonte des glaciers, donc c'est pour cela que j'ai décidé d'aller au Pérou. Le Pérou, c'est le pays en fait qui se trouve dans les tropiques, qui a perdu environ 40-50% de sa couverture glaciaire, notamment dans les deux cordillères principales du Pérou, c'est-à-dire la cordillère centrale du pays qui est dans le département d'Ancash avec la capitale Huaraz, qui s'appelle la Cordillera Blanca, et plus au sud de la région de Cusco, où j'ai mené mes recherches dans la Cordillera Vilcanota, qui est en fait la cordillère dans laquelle j'ai mené mes recherches. J'ai mis cette photo-là parce que c'est assez symbolique, tout le monde la reconnaît. C'est la COP 21, c'est le moment, à l'époque, le président de la COP 21, Laurence Fabius, annonce en fait la réussite de cet accord. Bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mais j'ai trouvé ça intéressant cette photo parce qu'à la droite de Laurence Fabius, on trouve la présidente de la COP 22 qui a été organisée en 2016 au Maroc. Mais à sa gauche, on trouve Vilgar Pidal, je ne pense pas, si je ne me trompe pas son nom, je m'excuse, qui était l'organisateur en fait de la COP 20, qui est en fait la conférence qui a mis, si vous voulez, les bases pour l'accord de Paris. Et la COP 20 a été, ils l'ont organisée l'année avant, donc en décembre 2014, à Lima, au Pérou. Et dans son discours, Laurent Fabius a vraiment remercié l'appui du Pérou, qui est considéré comme un des pays les plus en fait, touchés du changement climatique. Je pense notamment au phénomène El Niño, qui est un phénomène qui touche notamment
la partie australe de la planète et qui a des conséquences pour des sécheresses d'un côté et des fortes inondations de l'autre. Juste un exemple parmi d'autres. J'ai choisi ces photos pour commencer ma conférence pour montrer en fait la fonte des glaciers. Vous voyez là, c'est vraiment la cordillère Vilcanota, c'est à 30-40 km où habitent les Kéros. Je vais revenir sur ça. Et ces photos, c'est pas anodin parce qu'elles ont été en fait pas celle de 2009, mais celle de 1978, ont été montrées par une des plus connus géologues au monde, qui s'appelle Longley Thompson, de l'Université d'Ohio. Et il a montré en fait ces photos dans l'année 92 au Sénat américain, invité par, à l'époque, il était encore le sénateur Al Gore, il va devenir, comme vous le savez, le vice-président des États-Unis avec Clinton. Il avait déjà invité dans les années 90 James Hansen de la NASA a expliqué en fait au Sénat américain qu'est-ce que c'était le changement climatique. Et en 92, il invite un glaciologue et lui, pour expliquer en fait au Sénat qu'est-ce que c'était le changement climatique, il prend en fait l'expression de la fonte des glaciers, notamment la fonte des glaciers de Quelcaya, qui c'est en fait le glacier plus grand en fait de la cordillera Vilcanota. On peut voir que ça continue. C'est l'année 92, c'est l'année du sommet de la Terre à Rio. Il y a 5 ans, on a fait aussi Rio plus vente, pour se rappeler aussi de ce qui s'était passé à cette époque. Donc, l'opinion publique, mais aussi les politiciens, commencent à comprendre un peu qu'est-ce que c'est le changement climatique, mais ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour. Donc, le Kéro, juste une petite introduction. Comme vous voyez, je vais revenir sur ça. Ça, c'était le premier jour que je suis entré sur mon terrain, c'était en 2011. Et en fait, tous les fois qu'on rentre dans le territoire de Kéro, il faut faire une cérémonie pour les apous, qui sont avec la Pachamama, donc la mère-terre. Les apous sont les esprits tutélaires des montagnes, sont les divinités, si on veut les définir comme ça, des Kéros. Donc, il faut demander une sorte de permission pour pouvoir entrer dans le territoire des Kéros. Et là, c'est, comme vous voyez, c'est un sachet qu'on avait acheté cérémoniel à Cusco, et on avait fait cette cérémonie pour demander notamment la permission à Lapu Huamanlipa, que c'est la divinité la plus importante pour les Kéros. J'ai commencé avec cette photo parce que vous allez voir l'importance, parce que dans l'imaginaire, si vous voulez, du Pérou, au sud du Pérou, les Kéros sont considérés comme étant les chamans des Andes les plus puissantes, qui ont plus de pouvoir, si vous voulez, dans la région. Et ça, on va le voir, il va avoir des conséquences par rapport à ce que je vais vous raconter plus tard. Juste un peu pour vous placer où ils sont les Kéros, vous voyez Cusco, qui était la capitale de l'Empire des Incas. Le Pérou se trouve donc à côté du Brésil, la Colombie, la Bolivie, le Chili. Et les Kéros se trouvent environ une centaine de kilomètres de Cusco. Là, il y a des constructions de routes qui ramènent la Interocéanica du Brésil avec un accès justement sur l'océan Pacifique. Donc, de plus en plus, on va dire, c'est réduite la distance pour arriver de Cusco directement à la nation Kéro. Aujourd'hui, pour y arriver, c'est plus ou moins 5 heures de bus. Après, il faut négocier, on va dire comme ça, une taxi privée. Et après, ça dépend des villages. Il y a 4 ou 5 heures de marche en passant des cols à environ 4800-4900 mètres. Les Kéros, en fait, sont très connus dans les Andes en général, mais aussi dans les études d'ethnologie. Et ils avaient, en quelque sorte, déjà à l'époque, là on est dans les années 55, ils sont devenus très célèbres après une expédition, comme on l'appelait à l'époque, scientifique, menée pour une célèbre anthropologue péruvien qui est Oscar Núñez del Prado, qui avait cette idée, en fait, d'aller à découvrir cette communauté qui auparavant avait vécu très isolée en autarcie, et qui avait déjà à l'époque une sorte de mythe d'être en fait considérés comme les derniers Incas vivantes. Donc il organise cette expédition de l'Université Sant Antonio Abad del Cusco avec l'appui de la Prensa, qui était un journal de Lima, de la capitale. Mais quand en fait il arrive dans le territoire, il s'aperçoit d'un côté que si les Kéros sont assez différentes, ils ont des chansons différentes, ils ont des tissus différents des autres communautés andines, mais de l'autre côté, ils étaient soumis eux aussi à un système d'hacienda, los haciendados, c'est-à-dire qu'on peut traduire avec un système féodal dans lequel ils devaient payer des corvées à le patron de l'hacienda de leur territoire. Donc, quand il revient à Cusco, il commence à faire en fait une campagne
notamment dans le Parlement de Lima, pour essayer de donner la propriété collective de la terre de cette communauté. C'est là que les anthropologues de Cusco datent, en fait, si vous voulez, le début de l'anthropologie appliquée dans le territoire, si vous voulez, de la région de Cusco. Oscar Núñez del Prado appuyait aussi avec la prensa, ce journal de Lima, pour faire passer ce message. Il fait vraiment passer des titres à l'époque. Le journal, la prensa titulait les derniers Incas vivants, parce qu'ils ont retrouvé par exemple des systèmes de Quipu, que c'est des systèmes à l'époque des statistiques pour compter des Incas, qui étaient un peu perdus dans les différentes communautés des Andes, et ils avaient retrouvé ce système métrique dans les Quero. Donc ils ont vraiment mis à l'avant cette idée des derniers Incas pour des raisons politiques. Au final, les Quero vont recevoir avec la réforme agraire la titulation de la terre dans les années 60-70, mais tout ça, on va voir, aura une répercussion parce que ça fait partie d'un mouvement qu'on appelle le mouvement indigéniste qui va véhiculer cette image en fait des Quero comme des gardiens d'un passé lié aux Incas. Alors les Quero, qu'ils appellent aussi la nation Quero, je ne vais pas revenir sur ce terme nation, mais si vous voulez revenir, sont divisés en 5 différentes communautés. On appelle aussi dans les Andes Ayu pour définir le terme de communauté. On va revenir aussi sur ce terme plus tard. La communauté, en fait, à votre droite s'appelle Hapu, Kiko, Hatun Quero, qui en quechua ça veut dire Quero grand, Quero Totorani et Quero Marcachea. Moi, j'ai fait la plupart de mon ethnographie dans la communauté que vous voyez en rose, donc Hatun Quero, et en partie aussi dans la communauté de Marcachea. Là, juste pour vous montrer un peu d'images sur mon terrain, là, c'est un village dans la communauté de Hatun Quero, c'est le premier village dont j'ai vécu en 2011, de Charcapata. Et comme vous voyez, on a normalement des villages de 35 maisons en pierre et paille, sans électricité. Il y a une petite école que vous voyez en bas de la vallée, mais clairement, il n'y a pas d'hôpital, on ne peut pas arriver en voiture. Là, ça fait plus de 6 heures de marche pour arriver à ce petit village. Là, juste pour vous montrer quelques photos où j'ai mené mon ethnographie, aussi avec, voilà, c'était mon super lit à 5 étoiles dans laquelle j'ai dormi à Quero. La cuisine aussi. Là, on part tout le temps d'une seule pièce dans les maisons. Normalement, c'est des maisons de 10 mètres par 3. Et là, je vous ai mis aussi cette photo-là pour voir en fait la différence entre 3 communautés, c'est-à-dire d'un côté les communautés de Marcachea, Hatun Quero et Quero Totorani, et de l'autre côté la communauté de Hatun Kiko et Hapu, qui en termes en fait d'infrastructures sont différentes, on voit bien. L'explication est assez simple, on va dire. Dans le cas de Kiko, c'est en fait une prêtre de Danemark qui est entrée dans les années 70-80 et qui a mené, si vous voulez, amené là, en fait, en quelque sorte, un peu d'infrastructure en quelque sorte moderne par rapport aux autres communautés. C'est le cas aussi de la communauté de Hapu, mais là c'est différent parce que c'est une des églises qu'on va trouver plus tard, Maranatha, des églises évangéliques qui sont aussi entrées avec un discours similaire lié au développement du village. Les Quero en fait sont très connus pour contrôler 3 étages écologiques. Dans les travaux aussi intervenus de John Moore dans les Andes. Dans l'étage écologique le plus élevé, c'est la puna, dans laquelle tout le temps quelqu'un de la famille doit vivre avec les animaux. Les animaux sont très importants et quand je dis animaux, je me réfère notamment aux alpagas et aux lamas, notamment aux alpagas qui sont un peu plus faibles des lamas et donc ils peuvent vivre à cette altitude parce que s'ils descendent notamment dans cette flanc de la Cordillera Vilcanota, c'est très différent des autres parties des Andes parce qu'en bas, c'est la forêt amazonienne. Et donc, c'est un climat très spécial et très spécifique avec une certaine humidité qui chaque jour monte. Comme vous voyez, il y a du brouillard qui est en train de monter dans le 3e étage écologique que je viens tout de suite. Donc, c'est la puna environ entre 4600 mètres et 3800 mètres dans laquelle les Quero font paître ces animaux, notamment, comme je dis, les alpagas, les lamas. Au 2e étage écologique, c'est-à-dire la quechua, les Quero cultivent différents types de pommes de terre. Et dans l'étage écologique inférieur, la yunga, appelée aussi el monte,
C'est en fait, si vous voulez, l'entrée de la forêt. Et les Kéros, normalement, étaient censés cultiver du maïs. Le maïs n'est pas vraiment consommé comme nourriture, est plutôt utilisé au niveau cérémonique pendant des rituels. Mais à cause aussi du changement climatique et à cause en fait de la productivité qui est descendue ces dernières années, ils ont depuis 2012-2013 arrêté de descendre à cultiver le maïs. Et le maïs notamment est pour la plupart acheté sur le marché des villages à côté, aussi dans la ville de Cusco. Je n'ai pas le temps de parler ce soir de la migration, mais on peut revenir si vous voulez, s'il y a des questions sur ça. Mais de plus en plus, on commence à parler d'un quatrième étage écologique, c'est-à-dire la ville, parce que de plus en plus des Kéros se trouvent à vivre à Cusco pour différentes raisons, entre autres pour faire des cérémonies chamaniques, mais aussi les plus jeunes pour travailler dans le secteur des constructions, mais encore pour la vente des textiles. Donc de plus en plus, pour des raisons aussi d'éducation, je ne rentre pas dans les détails, on trouve par exemple tous ces quartiers dans la périphérie, à côté de Santa Rosa, de l'aéroport de Cusco, une trentaine de familles de Kéros qui habitent à Cusco. Donc, le changement climatique chez les Kéros. Comme je l'ai dit avant, j'étais en fait censé étudier la relation entre le changement climatique et la migration. Les experts, on va dire, sur la relation changement climatique et migration sont surtout des géographes. Ils ont une approche en fait de multicausalité pour expliquer la migration dans ces cas. C'est-à-dire que normalement, dans la plupart des cas, une migration est expliquée pour différents facteurs liés à des facteurs économiques, sociaux, culturels, démographiques ou environnementaux. Le problème, c'est qu'on était, à mon avis, encore prisonniers, si j'utilisais cette analyse qui est, on va dire, la principale dans ces études, on était quand même un peu prisonniers de ce que Philippe Descola appelle la dichotomie nature-culture, qui est, si vous voulez, le fond de ce qu'il appelle le mode d'identification des sociétés occidentales, qu'il appelle le naturalisme. Moi, je voulais, en quelque sorte, montrer que les Kéros ne fondaient pas ces relations sur une dichotomie très stricte nature-culture, mais qu'en fait, cette relation nature-culture, c'est-à-dire les êtres humains avec différents non-humains, est pensée plutôt en termes de continuité et pas de rupture. C'est pour cela que je me suis posé d'abord de concevoir et comprendre comment les Kéros expliquaient ou interprétaient ce changement de climat, comme je dis avant, terme qu'on utilise notamment en Occident à partir des sciences dites naturelles. Et j'ai décidé aussi de donner le titre de ma thèse, lorsque le brouillard a cessé de nous écouter, parce que c'est un épisode qui est passé pendant mes premières semaines de terrain. J'étais en fait avec une jeune chamane qui s'était assis pour regarder l'Apu Amalipa, que vous le voyez sur le fond, et me raconte en fait l'histoire suivante. Il me dit un jour, en fait, une des chamanes les plus puissantes, qui s'appelle dans les ondes Alto Misayok, qui sont censés avoir plus de pouvoir, qui peuvent parler à travers des cérémonies, communiquer avec les entités comme les Apus, à la différence des Pampa Misayok qui dans la hiérarchie peuvent en fait lire les feuilles de coca, faire différents types rituels, mais ils ont moins de pouvoir des Alto Misayok. Donc dans ces cas-là, une Alto Misayok était en train de regarder son Apu, sa montagne. Mais le brouillard, comme chaque jour, en fait, montait de la région de la forêt amazonienne. À un certain moment, il ne pouvait plus regarder sa montagne. Alors, il demande gentiment au brouillard de se déplacer pour lui laisser contempler, regarder sa montagne. Mais le brouillard ne bougeait pas. Donc, il demande encore une fois au brouillard, en fait, s'il te plaît, laisse-moi voir mon Apu. Mais le brouillard ne bougeait pas. Donc c'est à ce moment-là qu'il s'est aperçu qu'il n'arrivait plus, il n'avait plus le pouvoir de communiquer avec le brouillard. C'était la première fois que le brouillard ne l'écoutait plus. Donc il décide de rentrer au village et dire, en fait, comme une espèce de réunion aux autres du village, quelque chose s'est cassé dans notre relation avec le brouillard parce qu'il ne m'a pas écouté. C'est pour cela que je me suis dit d'essayer de commencer à vraiment comprendre, en fait, comme eux, les relations qui tissaient les entretiens avec les non-humains, comme d'un côté les ancêtres, mais aussi les animaux, les végétaux. Et dans ces cas-là, un phénomène atmosphérique comme le brouillard. Et j'ai décidé de parler de représentation du changement climatique et pour une question plutôt méthodologique, même si ces trois concepts que je vais vous présenter
se chevauchent l'une entre l'autre. J'ai essayé de partager en fait ce que j'entends pour représentation du changement climatique avec 3 concepts. C'est-à-dire le concept de la perception, que c'est seulement de voir si une communauté donnée perçoit d'abord ce qu'on appelle changement climatique, mais seulement dans une très limitée en fait, on peut dire même au niveau cognitif, le changement climatique, parce qu'en fait, la terminologie anglophone de perception of environment, c'est plutôt, si on lit, on suit vraiment, par exemple, le livre de Tim Ingold, c'est plutôt ce que moi j'appelle représentation du changement climatique. Donc c'est beaucoup plus restreint ce que j'entends moi par perception. En deuxième lieu, c'est l'interprétation, c'est-à-dire comment la société donnée interprète le changement climatique. Mais je dis que pour mieux comprendre cette interprétation, c'est fondamental d'analyser la relation que ces sociétés entretiennent avec les entités non humaines en général. Donc, pour ce que c'est de la perception du changement climatique, on peut voir qu'en fait, la chose en fait, la plus évidente pour les Kéros, c'est en fait un changement dans les précipitations atmosphériques. C'est-à-dire que davantage, il pleut beaucoup plus pendant la saison des pluies. Et au contraire, la saison sèche est beaucoup plus longue. Et ça, comme vous pouvez l'imaginer, a des impacts très forts sur la production de tubercules d'un côté, mais aussi sur les élevages des animaux. Une autre chose très perçue, on va dire, par les Kéros, c'est le changement des températures. Donc, on constate en fait une augmentation générale de la température, mais selon les Kéros, pendant le jour, il fait aussi plus chaud que d'habitude, mais pendant la nuit, il fait plus froid que d'habitude. Et il y a encore un autre changement, c'est le changement de l'arrivée de givre nocturne. Je vous l'explique tout de suite avec une photo. Et bien évidemment, il y a aussi la fonte des glaciers, mais il n'est pas trop évoqué en fait. C'est très visuel, tout le monde la voit parce que, bien évidemment, j'ai dit ils ont perdu plus de 40% de la couverture glaciaire, mais c'est plutôt à mes questions qu'ils répondaient sur la fonte des glaciers, ce n'était pas vraiment dans leur discours. Bien évidemment, quand j'ai posé ces questions, je ne parlais pas du changement climatique, du moment que déjà le terme nature n'existe pas vraiment proprement en quechua. Je parlais plutôt du changement des pluies, des changements de la neige, du changement des températures en général. Ça, par exemple, c'est un type de pomme de terre qui est très important pour faire le chugno et la moraille, que c'est en fait deux façons de garder en fait la pomme de terre pendant plusieurs mois. C'est-à-dire que pendant notamment les nuits d'août, qu'on a des grands gelées normalement qui sont attendus pendant la nuit, on laisse les pommes de terre geler la nuit dehors et on profite en fait du soleil pendant la journée. Comme ça, la pomme de terre se déshydrate et on peut la garder plus de temps. Le problème, c'est que parfois, les gelées qui sont attendues en août n'arrivent pas. Et parfois, dans l'autre mois de la saison dans laquelle la gelée n'est pas attendue, elle arrive avec des conséquences en fait pour le stockage des pommes de terre. Le chugno la moraille, à différence, ça c'est plutôt du chugno la moraille, on fait le même processus, mais on le met à geler en fait dans l'eau ou dans des rivières. Ou là, par exemple, l'impact, on va voir que de plus en plus, en fait, des animaux, les nouveau-nés, normalement, la plupart naissent pendant le mois de février-mars. Là, c'est un petit lama. Et on va voir qu'il est protégé avec une petite sac en plastique, parce que comme il pleut beaucoup en fait de lamas meurent, ou d'alpagas meurent dans les mois de mars et février à cause des pluies trop fortes pendant cette saison. Ou encore, là, la neige, par exemple, il y avait cette photo, c'était pendant le mois de juillet. Normalement, elle n'est pas attendue, mais parfois, il arrive, c'était, je ne me trompe pas, l'année 2012, de fortes neiges aussi à Kéro. Dans cette en fait, relation avec le climat, un personnage est très important à Kéro qui s'appelle l'Arariwa, on va le voir. Et les Kéros aussi sont, pendant le mois de juin, notamment autour de 24-25 juin, ils observent en fait la luminosité des étoiles. Cette observation, en fait, on peut parler en quelque sorte de météorologie empirique, est très importante pour savoir quand en fait s'aimer les pommes de terre pendant l'année. C'est-à-dire que les Kéros, par exemple, ils regardent la luminosité. Ils me disent si les étoiles ne se voient pas bien, il va y avoir beaucoup de pluie, par exemple. Aussi le timing de quand il sort les étoiles, les Pléiades dans ce cas, Kutu en quechua. Il me dit si elle sort plus tard, on doit s'aimer plus tard. Aussi la taille, ils me disent en fait Hatun Kutu Alinkozecha, c'est-à-dire grande étoile, grande Pléiade, c'est-à-dire une bonne récolte.
Et dans ces jeux, c'est l'Arariwa, qui en fait c'est une charge qui change chaque année. On va dire que tout le monde, une fois dans la vie, devrait être en fait le responsable de cette observation météorologique. Mais l'Arariwa, et ça c'est la partie plus importante je crois, c'est celui qui doit regarder les étoiles avec les autres, il n'est pas tout seul, mais c'est lui qui a la responsabilité. Mais c'est aussi celui qui a la responsabilité d'organiser en fait les récoltes communales de la communauté, mais c'est aussi celui qui doit aussi organiser les rituels de la communauté pour remercier les divinités. Et vous voyez là, on voit très bien que l'activité agricole ne peut pas être détachée en fait de l'activité rituelle. Et ça, c'est très important. Pour arriver à ce que c'est plutôt l'interprétation du changement climatique, là, j'ai essayé de réduire, ou traduire, résumer dans 3 groupes. Le premier, que j'ai appelé en fait l'utilisation des expressions issues des sciences dites naturelles. C'est-à-dire que de plus en plus de gens à Quero, avec des ateliers organisés par les ONG, mais aussi avec le tourisme en ayant Cusco, utilisent parfois des mots comme le trou de zone, changement climatique, mais ce n'est pas vraiment un vrai discours scientifique, c'est vraiment des choses un peu reportées par des ONG ou des touristes, comme j'ai dit avant. Donc, je voulais quand même le mettre, c'est de plus en plus répandu d'avoir aussi l'idée de sciences, on va dire, naturelles. Par exemple, une des explications qu'ils m'ont donné pendant mon premier terrain, c'était que en fait, la fonte des glaciers était due aux sachets en plastique. Ils disaient, nous, on n'a pas de poubelle, on jette tout dans la nature, et c'est pour cela que les glaciers sont en train de fondre. On voit très bien que là, il y a probablement quelqu'un qui lui a dit, vous devez ramasser les sachets en plastique pour avoir ce type de discours. Le deuxième groupe que je définis, c'est la fonte du temps cyclique. En fait, c'est un concept très andin de Pachacuti, qui vient de l'Inca Pachacuti, qui était en fait un Inca, on va dire, réformateur. Et donc, c'est l'idée, il faut penser que les Quero, ils ont une idée de l'espace-temps cyclique et pas linéaire. Et donc, pour certains, ils ne sont pas nombreux, ils ont cette idée que quand le dernier alpaga meurt, ou quand le dernier glacier va en fait disparaître, ça pourrait être le signe en fait de cet espace-temps et le début d'un nouvel espace-temps, en quelque sorte. Sur le plan en fait méthodologique, c'est compliqué de discerner cette explication de la fonte du monde des églises évangéliques. C'est-à-dire que les églises évangéliques, notamment l'église Maranatha, qui est entrée dans ces communautés, ils ont utilisé cette idée de Pachacuti pour s'appuyer avec cette idée des fonds du monde. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de dire que cette idée de fonds du monde est plutôt une idée qui vient des églises évangéliques ou d'une explication, on va dire, plus andine, comme le concept de Pachacuti. Et le troisième groupe, c'est le groupe sur lequel j'ai fondé un peu plus, parce que c'est le groupe en plus hétérogène d'un côté, mais le plus grand, je l'ai défini comme les dégradations des relations de réciprocité avec leurs divinités, notamment les Apus et la Pachamama. Par exemple, je vous lis quelques extraits de Marcelino de la communauté de Hapu qui nous dit « Quero va se perdre. Quelqu'un se souviendra de nous, mais plutôt en termes culturels et de façon superficielle. Mais les Apus nous n'écoutent plus. Ils sont fâchés avec nous car nous avons beaucoup de Maranatha. » Donc, une des explications de dire que beaucoup de Quero se sont convertis, donc ils ont arrêté de faire des rituels, ils ont arrêté par exemple de célébrer le carnaval, et ainsi de suite. Là, par exemple, c'est une photo que j'ai prise dans la communauté de Hapu, dans laquelle on voit l'arrivée de cette église évangélique qui est basée, si je ne me trompe pas, en Floride, aux États-Unis. J'ai pris cette photo parce que c'est très intéressant avec ce que je disais avant. Vous voyez, en fait, il y a des sachets en plastique sur la maison. Alors, moi, j'ai posé la question, mais qu'est-ce qu'ils sont, en fait, ces sachets en plastique, en fait, sur le toit? Et eux m'ont dit, en fait, que avant l'année 2000, il y a beaucoup, en fait, de prêtres qui sont allés au village en disant, vous devez mettre des croix, il va être la fin du monde, et pour vous protéger, vous devez mettre des croix sur le toit. L'année 2000, finalement, la fin du monde n'est pas arrivée. Alors, ils ont demandé, en fait, à tous les enfants de ramasser tous les sacs en plastique qui étaient, en fait, un peu partout, et ils les ont mis sur tous les toits de toutes les maisons. Donc, en réalité, là, c'est une croix qui est couverte, en fait, pour des sachets en plastique. Donc là, on ne peut pas la reconnaître, mais je trouvais intéressant cette croix. Ou encore, Umberto de la communauté de Marcachio qui nous dit « Aujourd'hui, chacun pour soi. Tout le monde pense seulement à gagner de l'argent. Tous les Quero que tu vois à Cusco
Je lis là parce que là c'est trop petit, désolé. Tu as déjà rencontré beaucoup de kéros à Cusco, n'est-ce pas? Bref, tous ces kéros qui se vendent comme des vrais pampamisaïques sont des menteurs. Donc il y a aussi cette idée de, comme j'ai dit avant, sur cette mythe que les kéros sont les derniers Incas, mais aussi les chamans les plus puissants, que tous les pères de famille, en quelque sorte, en étant kéros, par conséquent, sont aussi des chamans puissants. Et donc, de plus en plus, ils utilisent cette image pour aller, comme on voit cette photo-là. Là, c'est une photo que j'ai prise pendant le mois d'août. Alors, il faut savoir que le mois d'août est très important, parce que notamment, c'est la Pachamama qui se réveille, mais aussi les apous sont assez réveillés. Donc, normalement, quand on construit une nouvelle maison dans les Andes, dans le mois d'août, on remercie en quelque sorte les divinités et on demande à une chamane andin de venir à faire une cérémonie. Donc, la plupart en fait, des pères de famille des kéros, le mois d'août, ils le passent à Cusco. Là, on ne le voit pas trop bien avec la lumière, mais là, c'est quelqu'un qui normalement s'assoit à côté du Mercado de San Pedro, le marché le principal de la ville, dans cette boutique chamanique. Ils attendent en fait les habitants de la ville qui arrivent, ils partent avec eux, ils font une cérémonie pour 100 soles, normalement qui c'est 30-35 euros, et il revient en attendant des autres qui viennent lui demander les services. Donc ils s'accusent aussi, entre eux, en véritable, ils sont des charlatans, ils ne sont pas de vrais pouvoirs, ils sont juste en train en fait, de vendre leurs services au marché de la ville, mais aussi au marché touristique. Je vais revenir plus tard dans les détails. Aussi, Basilio de Quero Totorani nous dit « Les générations passées savaient comment préparer les cérémonies et comment remercier les apous et la Pachamama. En échange, les apous nous permettaient de cultiver et d'élever nos animaux sans difficulté aucune. Or, aujourd'hui, nous n'exécutons plus les cérémonies de la manière correcte. Beaucoup font des cérémonies juste pour en faire, mais ils ne savent même pas ce qu'ils sont véritablement en train de faire, pour revenir à ce discours. Donc, on a en quelque sorte une sorte d'abandon ou de marchandisation des rituels, c'est-à-dire qu'en réalité, à la place, par exemple, de faire certains types de rituels en août, qui sont très importants par la communauté, la plupart sont en train de marchandiser, si vous voulez, les rituels avec les habitants de Cusco, mais aussi dans le marché touristique. De plus en plus, en fait, on trouve des kéros en Europe, aux États-Unis. Une des kéros, par exemple, était interviewée, qui c'était à l'époque une des premières que j'ai rencontrées par la CNN il y a 3-4 ans. Donc les kéros entrent vraiment dans un circuit aussi de chamanisme mystique, dans lequel parfois on prépare des voyages pour des visiteurs des États-Unis, dans laquelle j'ai vu l'année passée que je suis allé, un groupe américain qui venait avec des chamans Huichol, Hopi, avec des chamans de l'Amazonie et des chamans Kéro, et laquelle on fait un mois de chamanisme dans les Andes avec différentes en fait, rencontres de chamanisme dans tout le continent américain. C'est pour cela que je me suis intéressé à ce que j'ai appelé le troisième concept, si vous voulez, les modes de relation, c'est-à-dire comment en fait les kéros se relationnent d'une façon, si vous voulez, horizontale avec les êtres humains, mais aussi d'une façon verticale avec les autres êtres non humains. Dans les Andes, il y a un concept qui est très important, c'est le concept de Aini, que c'est le concept de réciprocité, que l'on trouve à travers différents travaux agricoles, par exemple. La minca, par exemple, c'est un type de travail agricole dans lequel aujourd'hui je viens travailler dans ta chacra, dans ton terrain de pommes de terre, et demain, pour ce système de réciprocité, tu viens travailler avec moi. On peut le voir aussi avec les familles là qui migrent à Cusco pour éduquer les enfants, parce que je ne l'ai pas dit avant, mais une des raisons principales que les kéros disent pour expliquer leur migration, c'est parce qu'ils veulent éduquer leurs enfants selon un système plutôt occidental. On aura le temps de revenir sur ça si vous voulez. Mais ils se distribuent le travail, c'est-à-dire qu'un membre de la famille avec sa femme habite à Cusco avec ses enfants et peut-être les enfants de ses frères et des sœurs des deux, et les autres prendre en fait soin des animaux et des chakras des pommes de terre dans la communauté. Donc on voit un système, si vous voulez, de réciprocité entre les êtres humains. Mais ce qui ça m'intéressait, c'est de voir aussi cette réciprocité aussi au niveau vertical, si vous voulez, avec des autres êtres dits non humains. Autrement dit, des relations avec les animaux et les plantes, des relations avec les divinités, mais aussi des relations avec les ancêtres, mais aussi des relations entre des êtres humains et des êtres non humains et des êtres non humains. Je n'ai pas beaucoup de récits ethnographiques sur ça, mais juste pour vous montrer une histoire aussi qu'ils m'ont raconté à Quero, c'était qu'un jour, en fait, il pleuvait pas suffisamment.
Et les Altomisaques, à l'époque, faisaient des cérémonies pour faire pleuvoir. Mais à cette altitude, il ne pleuvait pas. Donc, des anciens ont demandé aux enfants de descendre vers l'Amazonie pour ramasser des grenouilles et des crapauds. Alors moi, j'ai demandé assez naïvement pourquoi des grenouilles et des crapauds. Ils m'ont dit parce que, en fait, les jours que les enfants sont descendus à ramasser des grenouilles et des crapauds et les ont amenés à 4000 mètres, il a commencé à pleuvoir. Pourquoi? Parce que, selon les Quero, les crapauds et les grenouilles, ils ont une relation de réciprocité beaucoup plus étroite avec l'eau et la pluie. Et donc, du moment que les grenouilles ils ont commencé à demander l'eau, selon l'histoire, ils ont commencé à pleuvoir. Et donc, c'est grâce aux crapauds et grenouilles qu'il a commencé à pleuvoir. Mais cette relation de réciprocité est très importante, notamment avec les alpagas. Je ne vais pas entrer trop dans le détail là, mais je raconte tout le temps cette histoire. Quelqu'un d'entre vous l'a déjà entendu, parce que je l'ai déjà raconté pendant un cours, si je ne me trompe pas. En fait, c'est ma première soirée que j'ai passée dans une maison à Quero. Ça, c'est un jeune chaman qui m'avait accompagné. Il était en train de faire la cuisine. En fait, normalement, à Quero, on mange au petit déjeuner des pommes de terre, une soupe de pommes de terre. À midi, des pommes de terre avec une soupe de pommes de terre. Et le soir, des pommes de terre avec une soupe de pommes de terre. Donc, j'ai regardé comme il était en train de faire sa soupe de pommes de terre. Il était en train d'enlever la pelure des pommes de terre pour les couper et les mettre dans la soupe. De l'autre côté, il a fait bouillir des pommes de terre avec leur peau, leur pelure, dans l'eau bouillante. Donc, j'ai observé aussi comme il mangeait la pomme de terre. Et j'ai vu en fait qu'il enlevait, avant on a mangé la soupe, bien. Et après, il a commencé à manger les pommes de terre. Il a enlevé en fait la peau des pommes de terre. Donc moi, j'ai suivi comme il faisait. Et finalement, on a terminé le repas. Et lui, il est sorti à chercher de l'eau pour faire un peu le ménage dans la maison. Et moi, vu que je voulais être utile, j'ai commencé à faire un peu d'ordre à l'intérieur de la maison. Et j'ai mis ensemble, en fait, tous les pots des pommes de terre qui étaient par terre. Donc des pommes de terre qui étaient cuites et des pommes de terre qui étaient crues. Lui, quand il rentre, il commence à crier sur moi. Et il me demande, mais toi, normalement, tu dors avec les morts. Alors là, face à cette question, je ne sais pas trop à quoi répondre. Je dis, je sais pas, je pense pas. Alors pourquoi tu es en train de mettre en fait des pommes de terre qui ont cuit, donc ils ont perdu leur anime, leur esprit, avec des pommes de terre qui n'ont pas cuit, donc ils ont encore leur anime, leur esprit ou leur âme, si vous voulez traduire. Il ne faut pas faire ça. Donc il a en fait repris les pommes de terre qui étaient cuites et les pommes de terre qui n'étaient pas cuites d'un côté. Il est sorti, il a déposé une côté dans le jardin, bien loin de l'autre. Il m'a plus parlé toute la soirée, bien évidemment. Je me suis couché. Le lendemain, quand il s'est réveillé, il m'a dit, écoute, on a des règles ici. On doit respecter des règles pour cultiver, manger, cuisiner les pommes de terre. On a une relation de réciprocité avec eux, avec elles. Mais si on ne les respecte pas, les pommes de terre ne vont pas se laisser manger, cultiver par nous. Donc une de ces règles, c'est de respecter en fait cette séparation entre ce qui a encore une anime, donc une âme, un esprit, et ce qui l'a pas. Donc c'est vraiment là que j'ai compris cette relation très différente avec le principal aliment. Dans le cas, je vous montre juste pour montrer des pommes de terre des couleurs magnifiques qu'on peut trouver aussi à Quero. Pour la relation qui nous intéresse un peu plus, c'est cette relation que je disais avant, verticale avec les entités non humaines. Et j'ai pris le cas du falchai. Le falchai, c'est un rituel normalement fait dans le cadre du carnaval. On le célèbre normalement le lundi. Et c'est fait en fait pour la reproduction notamment des alpagas. Donc ça, c'est normalement le vendredi, samedi, dans lequel on prépare la chicha, que c'est la bière de maïs. Comme vous voyez, il est en train de faire cette préparation pour laisser fermenter la chicha. Et là, c'est le lundi matin, dans lequel, comme vous voyez, on s'échange. Lui, il n'a pas encore fait, mais il le fera. On met de nouveaux vêtements pour cette célébration. Donc, ils sont tissés normalement pendant l'année. Et pendant cette célébration, tout le monde s'échange, il met des nouveaux vêtements. Sur le terrain, vous voyez, par terre, c'est un bout en fait de gazon dans lequel on a justement le rouge, c'est le falchai, que c'est le mot quechua d'une ancienne.
et qu'il représente en fait l'offrande qu'on fait à la terre-mère, à la Pachamama. Et en blanc, c'est des fleurs qui s'appellent Funya. C'est plutôt des fleurs qu'on offre en fait aux apous. Donc le blanc correspond aux apous et le rouge plutôt à la Pachamama. Mais là déjà, on commence, par exemple, là vous voyez cette chicha, que c'est cette fermentation, cette bière de maïs. Et tout le temps, on boit, eux plutôt boyaient entre eux, et ils offraient des libations en fait au petit bout de terre, aussi pour demander en fait la reproduction, et donc par conséquent le fait qu'il y a des bons, je sais pas le terme exact en français, pour les animaux. Là par exemple on voit les kéros qui normalement c'est les femmes qui chantent et les hommes qui jouent la flûte, qui remercient les apous, et là il y a tous des troupeaux d'animaux devant. Je voulais juste vous montrer une vidéo qui c'est 30 secondes, pas plus, si j'arrive. Attendez. Ah non, pardon. Ah, ça parle pas bien. Alors. Juste ça. Donc vous voyez que dans cet rituel, normalement, on jette en fait cette fleur de gentiane et de funia pour en fait la reproduction notamment des alpagas. Et là, par exemple, c'est la partie finale dans laquelle on a un match en hembra, c'est-à-dire deux jeunes alpagas dans laquelle on termine la cérémonie pour justement demander leur reproduction face aux apous. C'est pour cela, là, je ne rentre pas trop dans les détails. Mais c'est que j'ai commencé en fait à montrer cette relation en me fondant aussi sur les travaux de Marcel Mauss, qui normalement est cité plutôt pour des relations, si vous voulez, cette triple obligation de donner, recevoir, rendre, mais sur un plan, on va dire, horizontal des êtres humains. J'ai essayé de montrer comme Mauss part aussi d'un quatrième thème. Même c'est vrai que Godelier le traduit dans une quatrième obligation, même si Marcel Mauss n'utilise pas jamais cette idée de quatrième obligation, notamment dans les dons que les hommes offrent aux dieux. Donc aussi en citant Nathan Wachtel, montrer en fait la relation, si vous voulez, des dons et contre-dons entre. C'est pour ça que j'ai mis asymétrique ou inégal pour une importance en fait hiérarchique dans laquelle, si vous voulez, les divinités sont plus importantes de divinités. Et c'est, à mon avis, important là, savoir cette tension entre cette autonomie et dépendance de pouvoir faire ou pas en don. C'est pour ça que j'ai parlé plutôt d'un don réciproque. Là, ça peut prêter à confusion, mais c'est juste que je me suis fondé aussi sur la deuxième partie de l'ouvrage de Descola, dans laquelle Descola fait une différence entre les dons et l'échange. Et il prend, si vous voulez, le don d'Alain Testard, dans laquelle il montre, dans la définition de Testard, que l'échange, en fait, n'est pas intrinsèquement réciproque, c'est-à-dire que normalement, on donne sans attendre quelque chose en retour, au contraire de l'échange dans laquelle il y a une réciprocité intrinsèque. Justement, moi, je voulais montrer cette ambiguïté entre le vouloir faire une offrande en attendant quelque chose en échange, donc cette tension entre autonomie et dépendance. C'est pour ça que j'ai mis l'accent sur cette idée de don réciproque entre le don de Marcel Mauss, si vous voulez, et le don sans vouloir quelque chose en arrière de Alain Testard. J'ai trouvé aussi cette expression de Marisol de la Cadena qui parlait de ce que je vous ai dit avant, donc le Ayu, que c'est la communauté. Vraiment, l'Ayu, par les anthropologues, il est étudié comme des systèmes de propriété collective, notamment dans des questions politiques, mais aussi par des systèmes dans lesquels il y a des relations de parenté, dans lesquelles normalement exogames, dans lesquelles on va chercher pour se marier dans les communautés, dans les autres Ayu. Mais c'est intéressant la citation qui nous dit cet enseignant de Quechua dans la région de Cusco, qui nous dit que l'Ayu, c'est comme en fait un tissage dans lequel les êtres, donc des humains, des animaux, des montagnes, etc., composent, si vous voulez, les fils. Les êtres
dans ces mondes, ne sont pas seuls. On file par lui-même n'est pas anti-sage. En runa, donc un être humain, est toujours dans l'ayu avec des autres êtres. Donc c'est important cette idée, le verbe de Quechua uyuai, donc élever, prendre soin de mutuel, pas seulement avec des êtres humains, mais avec tous les êtres qui composent l'ayu, donc la terre en soi, mais aussi les ancêtres et tous les êtres qui peuvent en fait faire partie de ces ayus. C'est pour cela que parfois, en reproduisant, si vous voulez, le concept en fait de la terre ici, l'enfer, le paradis, en quechua, on parle aussi de Kaipacha, donc la terre ici, de Anakpacha, Kupacha, donc la terre d'en bas, la terre d'en haut. Mais en quelque sorte, moi, j'ai plutôt à penser que c'est comme un monisme dans lequel il n'y a pas cette tripartition. Oui, en quelque sorte, il y a, mais en réalité, tous les êtres sont dans le même monde. Il n'y a pas cette idée vraiment du monde d'autre, donc un monde, si vous voulez, du ciel, un monde de la terre. Donc, pour venir vers la fin, cette interprétation du changement climatique chez les Quero, pour résumer et reprendre en fait les trois concepts que j'ai dit au début, et j'aimerais bien en fait, si vous voulez, faire une comparaison avec, comme je dis, avec le changement climatique qu'on entend en Occident. Si on prend en fait le premier concept, le concept que j'ai défini de perception, on voit très bien que tous les travaux scientifiques menés sur le changement climatique dans les Andes sont confirmés par les Quero. Les Quero, ils l'appellent différemment, mais ils perçoivent un changement. Après, il ne le définit pas comme les scientifiques, mais il y a ces changements. Par exemple, certains articles ils ont montré, ce n'est pas les Quero, mais que dans les Andes, on pouvait en fait anticiper l'arrivée d'El Niño en regardant les étoiles. Ils ont fait en fait des observations, et c'est vrai, des observations empiriques, anticiper en fait l'arrivée ou pas d'El Niño pendant l'année. Normalement, ça s'appelle El Niño parce qu'il arrive pendant la période de Noël, et donc El Niño, ça serait en quelque sorte l'image de Jésus. Par contre, la comparaison est problématique sur les autres deux concepts. Bien évidemment, j'ai montré que le concept de relation qui vient des sciences naturelles est fondé vraiment sur cette dichotomie entre nature et culture. Au contraire, comme j'essaie de le montrer assez brièvement, les Quero, c'est plutôt un monisme dans lequel cette relation nature-culture est sur-nature, si vous voulez, parce qu'on met aussi des êtres dans laquelle, normalement, vu qu'ils font partie de la nature, par conséquent, on les met dans une sphère qu'on invente en quelque sorte, et parfois on transpose dans l'analyse aux sociétés dites non modernes de surnature. Donc ces trois sont pensés plutôt en termes de continuité et pas de rupture. Ce qui est intéressant, à mon avis, c'est le troisième concept, c'est-à-dire l'interprétation. C'est-à-dire que les sciences naturelles nous disent que c'est à cause de l'émission notamment des CO2 de l'atmosphère qu'il y a ce changement climatique. Donc c'est des causes, vous voulez, anthropiques. C'est normalement les êtres humains, et pas toutes, bien évidemment, donc une partie des êtres humains, notamment des sociétés dites modernes, qui sont les premiers responsables du changement climatique. Donc il y a en cause une explication anthropique, si vous voulez. C'est intéressant de voir que les Quero aussi, ils disent qu'il y a une explication anthropique. La faute, c'est des humains, pour eux-mêmes, même s'ils sont responsables du changement climatique, mais c'est complètement une autre explication, c'est-à-dire, c'est plutôt le fait qu'on a abandonné en quelque sorte, ou on ne croit plus dans certains types de rituels. Donc on a tous les deux la faute des êtres humains, mais c'est assez différente les deux explications. On peut revenir sur ça. Et je voulais terminer en fait vers cet auteur qui travaille dans la région du sud, donc de Arequipa, avec des communautés, dans laquelle, en partant de sa monographie, c'est un anthropologue suédois, Karsten Paregar, dit qu'en quelque sorte, en fait, l'État, les ONG, les organisations internationales sont de plus en plus présents, même dans les régions les plus reculées du Pérou. Et en quelque sorte, l'État, dans la communauté dans laquelle il travaille, il dit, il a pris la place des divinités. Il est devenu en quelque sorte le maître de l'eau. Parce qu'avec un système d'irrigation, il est venu et il a mis en place un système d'irrigation qui permet de faire face, par exemple, à la sécheresse. Et donc, en quelque sorte, il soutient que ces communautés, ils ont arrêté de faire des rituels. Et à son avis, ce sera le même dans le reste du pays, que l'État prendra en fait la place des divinités. Alors, moi je ne suis pas trop d'accord avec cette affirmation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas penser en fait en termes dichotomiques, si vous voulez, les relations. D'un côté, les gens du village qui croient encore au rite et les gens de la ville moderne. Un exemple tout court, c'est le fait qu'à Cusco, même si on se croit complètement moderne, presque tout le monde qui construit une maison demande quand même l'aide rituelle du chaman. C'est presque une chose qui fait tout le monde. Donc, à mon avis, on ne peut pas vraiment affirmer que parce qu'il y a une certaine modernisation,
que le rituel disparaît comme ça du jour au lendemain. Peut-être, il y a des changements, bien évidemment, mais affirmer ça me trompe un peu trop vite. Là, c'est des photos que j'ai prises à Quero, dans un petit jardin, mais c'est le seul. Il y a un petit système d'irrigation, mais il fait 2 mètres carrés au maximum, donc je ne pense pas que ça va changer tellement vite. Et par exemple, là, c'est une ONG qui a construit, par exemple, une maison, comme vous voyez, elle est beaucoup plus grande et moderne, si vous voulez utiliser ce terme, des maisons des habitants dans laquelle on peut faire entrer les alpagas quand il pleut trop ou il fait trop froid pour les protéger. Ou encore, j'ai déjà montré des images de sachets en plastique. Ou encore, de plus en plus, ils utilisent en fait des espèces d'antibiotiques pour protéger les alpagas de la montée. Comme vous pouvez imaginer, avec le réchauffement climatique, il y a aussi l'altitude en fait, des moustiques qui augmente. Donc, pour essayer de protéger des insectes, on utilise aussi certains types d'antibiotiques pour protéger les animaux. Bien évidemment, les Quero font face à un certain type de modernisation menée par l'État et les ONG. Mais je ne dirais pas que du jour au lendemain, le rituel va disparaître. D'abord parce que l'État peut faire face à la sécheresse en mettant des systèmes d'irrigation, mais même les systèmes les plus modernes ne peuvent pas faire face, par exemple, à les pluies qui sont trop fortes pendant la saison des pluies. Je termine en fait sur le tourisme. En fait, là, c'est plus le cas, mais pendant 3 ans, dans la page d'accès pour acheter les billets pour aller visiter Machu Picchu, l'État en fait mettait à l'avance la nation Quero, et ça, je trouve un parallèle assez intéressant. D'un côté, grâce à la fin, presque à la fin, de la guerre civile avec Sendero Luminoso, le tourisme de masse est vraiment augmenté dans les années 90, après les années 90 dans la région. Et avec cette image vraiment symbolique du passé incaïque, notamment liée à l'image de Machu Picchu, je trouve intéressant que le gouvernement met à l'avance les Quero comme le dernier qui avait en fait cette passé des Incas. Et une autre des problématiques que je m'intéresse là, on peut revenir avec les questions, c'est la question de l'exploitation minière, notamment l'exploitation liée à l'or et dans ces cas-là, l'or. Là, c'est une photo que j'ai prise dernier juin. C'est en fait le pèlerinage, un des plus grands pèlerinages d'Amérique du Sud, c'est-à-dire le pèlerinage au Seigneur de Coyoriti, dans lequel plus de 10 000 personnes se retrouvent au pied d'un glacier, le glacier Sinacara et Colquepunku, pour faire ce type de rituel. Bien évidemment, vous voyez qu'il y a aussi une église, parce qu'il y a eu cette légende qu'en 1780, un pasteur a vu l'image de Dieu. L'année n'est pas anodine parce que c'est aussi l'année de la révolte de Tupac Amaru II. Donc, ce n'est pas peut-être un hasard que l'Église a voulu en fait, mettre dans un endroit très important pour les Incas l'apparition de Jésus. Mais là, c'est intéressant parce qu'il y a différentes pratiques qui se mettent en place. Je ne parlerai pas de syncrétisme, mais il y a certaines pratiques liées plutôt à la religion catholique, mais la plupart des Quero que j'ai accompagnés cette année ont plutôt pour remercier les glaciers avec des cérémonies faites au pied des glaciers. J'ai mis cette photo pourquoi ? Parce que depuis 2011, est protégé par l'UNESCO comme patrimoine matériel de l'humanité. Mais tout au côté, en fait, vu qu'il n'est pas protégé, l'État en fait, a concessionné aux entreprises minières de pouvoir exploiter le sous-sol pour faire en fait, des explorations minières. Là, on se trouve à une trentaine de kilomètres de Quero. Et quand j'étais là en 2015, justement, je voyais beaucoup en fait, de ces pèlerins qui étaient en train en fait, de manifester dans la place principale, la place d'Armas de Cusco. Et ce que j'ai trouvé intéressant, ce n'était pas en fait des personnes qui faisaient des manifestations contre le fait qu'ils ne pouvaient plus cultiver parce qu'ils n'habitent pas là. Donc ce n'est pas une question de conserver une ressource comme on a tendance à concevoir en Europe, en Occident, mais plutôt le fait de conserver quelque chose, même si je n'aime pas le terme conserver, de quelque chose de plutôt sacré qui va au-delà de ce traitement de ressources. Donc je me suis intéressé aussi au territoire de Quero et je me suis aperçu que Quero, c'est plus ou moins, il y a le rouge et le jaune. Tout le territoire de Quero était concessionné aussi. Et de plus en plus, on trouve des trous parce qu'il y a des gens qui illégalement entrent dans le territoire pour essayer d'exploiter cette zone. Mais chose que j'ai trouvé intéressant, c'est que Walter, c'est un chaman, un des plus puissants de la communauté d'Actonquero, selon aussi les autres. Quand je lui demandé ce qu'il pensait sur la question,
Il m'a dit, les Apus ne veulent pas les mines. Si nous faisons de bonnes cérémonies, nous aurons une bonne protection contre les mineurs. Ils ne vont pas entrer. Ils vont trouver des mauvais esprits. Ils vont s'enfuir. Mais il faut croire dans ces cérémonies. Parce que si également les mineurs font des bonnes cérémonies avec quelqu'un qui connaît, donc une yacha qui sait, qui savent comment les faire, alors les Apus pourraient changer d'avis et les laisser entrer. Donc lui, il voit vraiment l'importance en fait que les Apus là, ils ne veulent pas les mines non plus, mais parce qu'ils continuent à les remercier. Mais eux, ils savent très bien que aussi les mineurs pourraient en fait aller demander à un chaman puissant de faire des bonnes cérémonies. Et alors, dans ces cas-là, lui, il a peur parce que les les Apus pourraient changer d'avis et laisser en fait trouver l'or aux mineurs qui entrent dans la communauté. Vous voyez donc, là, j'essaie de traiter la question d'un côté le changement climatique et d'un côté l'entrée des mines comme une double menace qui sont en train de vivre ces communautés andines. Et je peux continuer s'il y a des questions sur ça. Sinon, j'ai terminé et je vous remercie pour cette invitation. Il nous reste une bonne trentaine de minutes pour des questions. J'imagine que vous devez en avoir quand même. Je ne sais pas qui va ouvrir le bal. Oui. Expliquez-nous combien de temps vous avez passé, toute l'investigation que vous avez passée au Pérou, et aussi comment c'est la suite de ce travail. Ça veut dire, parce qu'à la fin, vous venez de proposer un thème que c'est... Moi, je viens de l'Argentine, j'habite au nord de l'Argentine, à Salta, c'est aussi territoire andin, des Andes. Je trouve plein de ressemblances et malheureusement, c'est toujours la même histoire des ressources naturelles du sous-sol qui sont là, présents, et en même temps, il y a des cultures qui sont mortes, alors qu'ils sont très vivants, en train de faire la résistance. Alors là, j'ai passé environ 10 mois en 2010, et depuis je suis allé 8 fois, donc tous les années je suis allé 2 fois en 2012 et je fais 2-3 mois à l'été quand le calendrier académique européen me permet. Donc, depuis, je suis allé tout le temps, donc ça fait plus de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans que j'ai passé là-bas entre 2011 et 2017. Et bon, j'ai travaillé avec les migrants aussi, donc j'ai bossé aussi avec les migrants Kero aussi, qui sont en ville aussi, donc c'est pas justement seulement dans la communauté. Pour répondre à la deuxième question, là, justement, je me suis intéressé au changement climatique d'un côté, chose que je continue un peu à travailler, parce que je trouve que c'est un sujet qui me passionne et c'est très intéressant. Mais de l'autre côté, j'ai ouvert justement, comme vous dites, la question des mines, parce que j'essaie de montrer, bon, je ne suis pas le seul qui a cette approche, mais qui est face en fait à des problèmes, à des conflits liés aux mines, l'État reconnaît en fait la montagne, dans ces cas-là l'Apu, comme une ressource qu'on peut conserver d'un côté ou exploiter de l'autre. Il ne considère pas en fait la montagne comme un être qui est doté d'une agentivité, d'une intentionnalité. Et donc c'est intéressant aussi les travaux que j'ai cités avant de Marisol de la Cadena, qui montrent comme l'Apu Zangate, que c'est la montagne la plus importante de la région de Cusco, donc c'est aussi l'Apu le plus important au niveau aussi de force, de puissance. Il y avait en fait des mineurs qui étaient en train de creuser cette montagne très sacrée. Donc les leaders indigènes, avec ce discours en fait, que en fait, l'Apu, en quelque sorte, est un sujet politique aussi, ils ont dû quand même arrêter d'avoir ce discours et le traiter comme en fait une ressource à conserver vis-à-vis d'une ressource à exploiter, parce que l'État, dans ce conflit, n'acceptait pas de voir la montagne comme quelque chose de différent. Donc c'est intéressant les travaux qu'il fait Mario Blaser, que justement il dit qu'à l'impasse, c'est que normalement on pense que c'est des conflits épistémologiques, c'est-à-dire des conflits dont il y a deux points de vue sur un même objet, que ce soit la nature. Donc deux points de vue, normalement le point de vue scientifique occidental vis-à-vis du point de vue, donc la croyance culturelle du peuple, vis-à-vis d'une nature qui est sur le fond commun pour tout le monde. Eh bien, lui dit non, c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça que lui il appelle des conflits au niveau ontologique, c'est-à-dire des conflits dans lesquels on a deux réalités, deux mondes différents. Et c'est pour ça que moi j'essaie de travailler dans cette direction. Pour certains, c'est un peu de la spéculation. Bien évidemment, moi je ne peux pas interviewer ou parler, je ne peux pas encore, non, je rigole, avec une montagne, mais c'est clair que c'est tout le temps avec une intermédiaire d'un chaman
Bien évidemment, c'est tout le temps quand même une porte-parole, un être humain qui pourrait faire la porte-parole face à l'État. Pour certains, ça peut être de la spéculation, d'essayer de donner des droits, on va dire, en un humain. Mais je trouve intéressant creuser, au moins, essayer de montrer l'importance pour ces communautés de ces territoires, des lieux qui ne sont pas juste des lieux à conserver pour avoir de l'eau pour cultiver, mais c'est beaucoup plus que ça. Bonjour. Oui. Je me demandais si vous avez pu montrer votre travail au Kéros, est-ce que les gens avaient pensé votre travail Oui. Ben, vous savez, oui et non, dans le sens que j'aimerais bien un jour le traduire au moins en espagnol. Donc les travaux, c'est non. Mais c'est changé quand même beaucoup la relation avec eux aussi, même sur le plan ethnographique. Au début, il n'y avait pas de routes. Là, de plus en plus, on a accès, je ne vous vois pas, mais j'essaie de regarder dans cette direction, dans les communautés. Mais c'est intéressant là de voir que presque tous les migrants à Cusco, ils ont aussi des iPhones ou et parfois, quand j'ai même un doute sur le quechua comme ça me juste écrire un message et je discute avec quelqu'un de Quero pour avoir des renseignements aussi sur comment on écrit un mot ou l'autre. Donc, la relation a très changé dans les années. Pour répondre à votre question directement, oui et non, parce qu'on a quand même un échange très fréquent, mais je n'ai pas encore pu montrer tout le travail que j'ai fait avec eux pour une question normalement de langue. D'abord, merci pour votre présentation. J'ai une question. Lorsque vous parlez concernant cette phase d'interprétation, vous disiez que les Kéros expliquent le changement climatique en termes des sciences naturelles, mais également en termes qui concernent la relation avec les divinités. Et je me demande comment ces deux arguments qui sont ontologiquement opposés s'articulent. Est-ce qu'il y a une hiérarchisation parmi ces arguments? Est-ce qu'il avance que ce sont, est-ce qu'il explique l'association en termes des sciences naturelles et par la suite il complète l'argument avec des termes relatifs à l'ontologie? Alors, c'est vraiment la grande question à mon avis, parce que depuis que j'essaie de faire en fait mes recherches, j'ai trouvé tout de suite que c'était faux de faire en fait deux groupes complètement différents. C'est-à-dire d'un côté les occidentaux, nature-culture, de l'autre côté c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est-à-dire que là c'est vraiment faire une caricaturer, si vous voulez dire, si vous voulez, aller aux extrêmes. Bien évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais même si on a une approche, comme vous le dites vous, ontologique, même des scolaires se défendent face à l'accusation en disant normalement on part d'une ontologie dominante en certains moments, en certains lieux géographiques. C'est-à-dire que de plus en plus les discours vont changer. C'est-à-dire que si les gens qui migrent ont des idées face au changement climatique qui vient du discours occidental. Mais là, on peut penser plutôt de voir des complémentarités dans ce discours. J'essaie de le montrer. Un système d'irrigation, si vous voulez, peut être complémenté avec le rituel. Donc, il n'y a pas vraiment un contraste. Un contraste ontologique, on pourrait plus le trouver par rapport au conflit des mines. Que là, c'est compliqué de voir. Mais là, on est dans un autre type de discours. C'est pour ça que, même quand je parle de modes d'identification comme ça, il faut tout le temps quand même prendre les distances et savoir qu'on est dans des schèmes de simplification extrême qui ne reflètent pas vraiment la réalité. C'est-à-dire que, comme d'un côté, dans la ville, qui sont soi-disant modernes, ils continuent à utiliser et faire des rituels. Donc on a plusieurs pratiques, même dans la ville. Même chez les Kéros, ils ont continué à faire des pratiques relationnelles de réciprocité, mais tout en introduisant des nouvelles pratiques des agents exogènes qui sont en train d'entrer, bien évidemment. Ce que j'ai fait ce discours-là, normalement, c'est pour critiquer, en quelque sorte, une approche un peu paternaliste des ONG. C'est-à-dire que parfois, on a l'idée. J'ai fait un petit jeu de rôle quand j'enseignais à Cusco en 2012, dans une cours lié justement au changement climatique. Il y avait des professionnels, notamment des agronomes, des biologistes, qui faisaient ce cours. Et je lui ai proposé en fait d'aller à Quero, c'était le jeu, et voir la situation et qu'est-ce qu'ils font. Et l'idée tout de suite c'était, voilà, on les aide, on a ce verbe qui s'appelle capacitar en espagnol, de laquelle
avec l'illustrement des ONG, le monde des ONG développementalistes va avec cette idée occidentale de faire face en expliquant aux autochtones comment faire face au changement climatique. Donc, si vous voulez, je caricature, mais aussi pour essayer de critiquer cette approche occidentale qui est liée aussi au discours, je dirais, d'éducation. Je n'ai pas eu le temps de développer avant, mais cette besoin d'éducation a été clairement introduite. Le fait qu'eux, ils me disent, je suis ignorante, donc je veux aller en ville pour éduquer mon fils, ma fille, parce que comme ça, ils ne sont pas ignorants comme moi. C'est clairement quelque chose qui était une nécessité qui était introduite. En quelque sorte, leur savoir lié aux plantes, lié au chamanisme, est mis, si on veut utiliser des métaphores de foot, aussi en deuxième ligue par rapport au savoir occidental. Savoir les langues, savoir la maths, c'est beaucoup plus important de savoir un système de quipu, un système comme on soigne avec les plantes. Donc, l'État là met en place un système de bilingue dans lequel on fait 3 jours de quechua, 3 jours d'espagnol, 2 jours de quechua. Mais normalement, les professeurs qui sont envoyés là-bas sont les professeurs qui chaque année il y a un concours, ils arrivent derniers. C'est pas tout le temps comme ça, mais la plupart du temps c'est comme ça. Et donc, ils sont obligés, s'ils veulent enseigner, à aller à Quero. Pas seulement. Hein. Donc, normalement, les premiers du concours, ils vont dans les villes dans lesquelles ils ont décidé. Et les derniers sont obligés à aller dans des villages dans lesquels peut-être ils n'ont jamais entendu parler. Donc, c'est pas parce qu'on enseigne 2 jours en quechua, en quelque sorte, qu'on arrive à mettre au même niveau le savoir autochtone. Je suis revenu un peu large pour répondre à votre question, mais je pense que j'ai essayé avec ça de montrer la difficulté aussi méthodologique de faire certains types de catégorisation. J'aime pas non plus trop faire ça. Là, j'essaie de simplifier, mais c'est beaucoup plus complexe. Merci beaucoup pour votre intervention. Je voudrais savoir, vous nous avez dit, que certains kéros blâment d'autres kéros de ne plus faire les rituels. Et à cause de cette absence de rituels, il y aurait des changements climatiques. Et du coup, j'aurais aimé savoir, qu'en est-il des conflits au sein même des kéros par rapport à ce changement climatique? Je ne parlerai pas en termes de conflits, là, mais il y en a. Par exemple, je n'ai pas eu le temps de raconter, mais moi, je n'avais pas compris, par exemple, le chaman que j'avais montré avant, qui parlait des pots de pommes de terre, était quelqu'un qui habite à Cusco et travaille avec le marché touristique notamment. Et donc, les autres pensent qu'il lui fait beaucoup d'argent avec les touristes. Donc, quand moi je suis entré avec lui, d'abord, il n'a pas tout de suite compris que j'étais un anthropologue, que c'était mon rôle. Et donc, quand il a su qu'en fait j'étais un anthropologue et je voulais poser des questions aux autres, il m'a dit non. Tu poses des questions seulement, tu vis avec les gens de ma famille, tu ne sors pas de ma famille. Et là, je ne voyais pas que lui, en fait, était en train... Moi, j'étais en train de jouer ma négociation d'entrée, mais lui était en train de négocier aussi avec les autres. Pourquoi? Parce que les autres, et je l'ai compris plus tard, avaient l'image de lui, de quelqu'un qui amenait tout le temps des touristes, il gagnait beaucoup d'argent, et après, il ne le partageait pas avec les autres. Donc, pour lui, c'était encore pire que les autres pensaient ça, et en plus, j'allais à visiter les autres. Il y a des échanges des fois de coca, des choses cérémonielles, bien évidemment, mais techniquement sans au niveau monétaire. Donc, ils organisaient une assemblée pour décider s'ils m'acceptaient ou pas. Mais là, c'était très important de me présenter en étant comme anthropologue, donc juste un anthropologue, entre guillemets, et pas quelqu'un d'une ONG, pas quelqu'un de l'État, et pas un touriste non plus. Donc, quand ils ont accepté ça, en fait, c'était plus compliqué que ça, parce que lui, il me présentait en quechua devant tout le monde. Là, je parlais assez mal, et il disait... En fait, c'est pas ma faute, je savais pas qu'il voulait venir ça, je m'excuse, si j'avais su, je l'avais pas aimé. Et en plus, il dit, moi je voulais pas me présenter sans trop dire, mais lui, il m'a présenté en disant, vous savez, il vient ici pour étudier le changement climatique, vous savez, tous les sachets en plastique, la fonte des glaciers. Donc, tout le monde, après me parlait de tout le monde des sachets en plastique, mais j'avais compris que c'était son discours qui avait un peu influencé. Donc bon, mon entrée sur le terrain n'était pas héroïque, on va dire. Mes premières données sont finies vite fait dans la poubelle. Mais ça donnait en fait l'idée que moi j'avais pas vu cette tension migrants et habitants en fait de la communauté. Et quand je dis qu'ils s'accusent, c'est-à-dire qu'ils pensent en quelque sorte d'avoir perdu le pouvoir, mais même la croyance dans ce qui c'est le rituel. Donc en réalité, je vous ai montré, les rituels, ils les font encore.
Mais parfois, ils disent, bon, il le fait, mais c'est même pas, il ne croit pas à l'acte en soi de faire le rituel. Ou encore, ils disent que beaucoup de jeunes préfèrent aller à Cusco, travailler dans le secteur de construction pour s'acheter un téléphone plutôt qu'apprendre à faire des initiations, des karpai avec les autres chamans. Ou encore, voilà, beaucoup ils se sont convertis aux églises Maranatha, mais après, ils reviennent. C'est très intéressant. J'ai vu un parallèle avec la partie, justement, Le Retour des ancêtres, le livre, la monographie de Nathan Wachtel, dans laquelle lui, 30 ans après, il va chez les Chipaya en Bolivie, et justement, dans son épilogue, il voit que tous les chamans avec lesquels il avait vécu, ils sont tous convertis aux églises évangéliques. Mais pendant, en fait, le jour des morts, en fait, le 2 novembre, il voit, en fait, qu'il fait une petite cérémonie cachée pour les ancêtres. Et donc, lui, il le voit, et l'autre voit aussi Nachtel, il se cache un peu, il rentre à la maison. Et le jour après, il lui dit, je t'ai vu que tu faisais cette cérémonie. Il lui répond, vous voyez, moi, en fait, je suis devenu évangélique, j'ai arrêté de croire dans les ancêtres, mais les ancêtres, ils ne le savent pas. Et donc, ils continuent à faire cette cérémonie pour les ancêtres. Donc là, je vois encore cette chose-là qui sont Maranatha, mais en cachet, ils continuent en fait à faire des cérémonies. Comment tu as fait pour leur expliquer ce que c'est qu'un anthropologue? Et là, c'était compliqué parce qu'en plus, c'était la professeure qui me présentait. Donc là, c'était... Parfois, je suis pas sûr que tout le monde... Après, je n'étais pas le premier, je ne serais pas le dernier. Mais c'était une chose intéressante. Dans ce débat, il y avait... Après, ils ont accepté d'accueillir de la communauté. Je devais justement amener des cahiers pour les enfants et de la farine pour faire du pain. Mais quelqu'un m'a dit, voilà, vous n'êtes pas le premier anthropologue arrivé ici, mais normalement, les gens prennent leurs données et ils ne reviennent plus. Et je voyais qu'il était assez blessé de cette chose. Donc, quelque soir, il me demandait, je dis pas, de faire pas comme les autres, de voilà, rien ici, et après, on voit, ok, on disparaît. Quelque soir, moi, j'essaye de garder ce contact aussi pour certaines reconnaissances, de la réciprocité que j'ai aussi avec eux. Quelquefois, j'aimerais bien aussi faire des comparaisons, mais bon, je vais tout le temps. Donc, on va voir. Ça va changer peut-être. Suivi dans la durée. Je vous remercie. S'il n'y a pas d'autres questions. C'est intéressant en fait de voir les menaces qui ont été évoquées, type changement climatique, ensuite l'activité minière. Et puis je me demandais, les touristes, on peut les situer à quel niveau? Parce qu'il peut être aussi une menace si on fait des relations par rapport au changement climatique qui était évoqué par exemple. En même temps, à la fin de l'exposé, il y avait la mention de aussi comme l'État investit au niveau des publicités, et ce qui a des retombées aussi économiques. Donc, comment ils perçoivent Kéros, le tourisme, ou comment ils s'inscrivent dans cette polarité? Ben, le tourisme, justement, tu sais très bien parce qu'il travaille sur le tourisme à Quero, donc il fait cette question. À Cusco, dans la région, donc il connaît mieux que moi le tourisme, mais il essaie de me mettre en difficulté. Je rigole. Non, la question du tourisme est très intéressante à mon avis parce qu'en fait, les ONG qui sont présentes à Quero aujourd'hui sont la majorité des ONG, pas toutes, mais la plupart, sont des ONG qui quand même sont très liées au tourisme dit chamanique, au New Age mystique. Donc d'un côté, ils ont cette envie de développer, entre guillemets, donc avec des infrastructures, mais de l'autre côté, ils ont aussi, mais comme l'État, l'État même, de conserver, et c'est vraiment le terme, en fait, la culture Quero, vraiment définie comme ça, cultura Quero, est protégée par le patrimoine immatériel du Pérou. Donc, en quelque sorte, il y a cette idée d'un côté d'essayer de moderniser, mais de l'autre côté de préserver cette communauté, comme Fiji Dalton, comme étant les derniers Quero. Donc là, il y a un débat, une tension entre les deux. D'un côté, une aide même un peu paternaliste d'un côté, qui est important quand même, parce que si ça développe trop, ça casse un peu le jeu, parce que si après c'est trop développé, c'est moins magique en quelque sorte. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et clairement, le tourisme, on a eu beaucoup de discussions avec Christian aussi. Quero, c'est une des seules peut-être régions, dans la région de Cusco, qui n'est pas vraiment exploitée par le tourisme. La région de Lausangate, avec aussi la Rainbow Mountains, là, est très visitée.
le Valle Sagrado pour le Machu Picchu, très visité. Donc les agences regardent vers le Cairo, ils savent qu'ils sont mine d'or, métaphoriquement. Et j'ai discuté plusieurs fois avec quelqu'un qu'on connaît en commun qui travaille aussi pour des agences de voyage, que lui, il soutient qu'il faudrait faire du tourisme de luxe, comme ça passe aussi dans l'Amazonie, donc de mettre des lodges, parce qu'il dit que les touristes des backpackers, ou des gens qui vont juste pour 30 € par jour, amènent pas beaucoup d'argent à la communauté. Alors clairement, moi, ma réaction, c'est de dire non, je ne mets pas l'idée de mettre des lodges, des gens qui vont regarder les Amérindiens, ça me semble, en tant qu'anthropologue, mais aussi comme être humain, pas quelque chose de recevable. Mais on a aussi plusieurs fois discuté avec Christian. J'ai peur de voir le fait qu'ils ont fait les communautés du lac Titicaca, comme ils s'appellent déjà, les Huros, qu'ils ont en fait cet spectacle un peu essentialisé pour le touriste, et après ils laissent les vêtements pour aller dormir à Puno. Donc j'ai un peu peur que Cairo peut tomber. Oui, d'un côté, il reprend des vêtements, des choses plus typiques, en guillemets, mais de l'autre côté, ça serait un peu une essentialisation de leur culture comme très liée au passé des Incas. Et donc le tourisme, j'ai une vision mitigée par rapport au phénomène. Mais bon, donc en quelque sorte, il y a un discours. De l'autre côté, ils disent s'il y a du tourisme, quand même on évite les minières. Si c'est de choisir entre les deux, je dirais mieux le tourisme que les mines, mais bon, c'est un peu de choisir de quelle mort mourir. Non, bon, j'exagère. Mais bon, c'est un peu c'est un débat et je trouve que quand même c'est très intéressant de voir toutes ces dynamiques qui sont en train de se mettre en place dans la région. Proposer des choses alternatives, c'est ça. La créativité humaine n'a pas de... Voilà. Pour aussi, ça me fait toujours de bruit dans la tête quand on parle de développer. Le problème, c'est toujours quelle est l'image aussi qu'on a de développement, quoi. Bien sûr. Comme vous parlez tout à l'heure de l'éducation, qu'est-ce que c'est plus important d'apprendre les logarithmes ou de pouvoir faire grandement, cultiver la terre, la tâche. En tout cas, merci beaucoup pour amener la thématique aussi ici à l'université. C'est très intéressant aussi. Merci. Surtout avec le respect avec lequel vous l'avez raconté, parce que parfois on parle de ces choses et ça fait peur comment on parle. C'est très intéressant. Merci Merci. Oui, mais moi j'avais une question à propos des mines. Qui travaille dans les mines? Est-ce que les Kéros commencent à y travailler aussi? Oui, j'ai pas cité ça, mais justement, j'ai accompagné au pèlerinage de Coyoriti en juin cette année mon compadre, donc je suis parrain de sa fille. Et lui était en fait le leader de l'expédition. Donc, quand il a passé 6 jours, 7 jours, à remercier les apous. Et avant de le quitter, il m'a dit justement, lui, en fait, avec moi, j'ai 3 compadres. Lui, avec l'autre, en fait, ils m'ont dit, on était contacté par des mines à Cusco. Et on est en train d'aller avec eux, de trouver de l'or à Quero. Donc, et lui, il est Pampamisa, donc les deux sont chamans aussi. Et il me demande à moi si c'est bien ou pas. Donc moi, je n'ai pas vraiment répondu si c'est bien ou pas pour moi. Mais c'est vrai qu'ils m'ont dit, ils se questionnaient aussi, mais de l'autre côté, voilà, pour répondre, oui. À voir la suite, qu'est-ce que ça va donner, si ça va créer des conflits, parce que bien évidemment, il y a des conflits à l'intérieur. Là, d'un côté, même au niveau de l'État, on a le département, le ministère des mines et de l'énergie qui concessionne à des privés péruviens étrangers la concession du sous-sol pour des années dans le temps. Mais eux, pour entrer dans le sous-sol, doivent passer en fait pour la terre. Et donc, c'est normalement les communautés qui ont la propriété communale, la propriété collective de la terre. Donc, normalement, ils rentrent avec un discours un peu aussi qu'ils avaient l'église évangélique à l'époque, on vous amène la route, on vous amène l'électricité, et aussi on donne du travail aux pères de famille. Donc avec ce discours, ils divisent la communauté, c'est-à-dire il commence des conflits à l'intérieur de la communauté avec lesquels veulent accepter la mine et ceux qui ne veulent pas. Donc après, ils profitent aussi de cette division pour pouvoir entrer,
pour le moment légalement, parce qu'ils doivent quand même avoir l'avis, l'unanimité, au moins la majorité de la communauté. Ce n'est pas le cas pour le moment, mais ça peut évoluer très vite. Donc, mes deux compadres montrent que ils ne se posaient pas trop de questions. Après, ce n'est pas plus mon rôle de lui dire c'est pas bon. Bon, je pourrais, mais bon, on a eu des discussions. Je lui dis ce que je pense comme être humain plutôt qu'à comme anthropologue. Mais bon, c'est parce qu'on a des relations depuis 8 ans. Et quand il m'a dit c'est bon, je lui dis la question que j'ai répondu, je dis mais qu'est-ce qu'il pense là pour Amalip? Donc il m'a dit je sais pas. Donc c'est pas à moi de te dire si c'est bon ou pas en fait. Ben, en fait, là, il m'a parlé il m'a dit des Américains. Après, l'américain peut-être veut dire gringo, ça veut dire un peu tout. Oui, des responsables qui viennent et on trouve des exploitations de mines suisses dans la région Espinard, Glencore, qui est une entreprise suisse, anglo-suisse. On a des entreprises canadiennes, américaines, péruviennes aussi. Qu'après, l'État aussi, selon l'idée dogmatique de la croissance économique, et donc selon en fait, le Fonds monétaire international, le Chili et le Pérou sont les deux pays qui sont en train de croître beaucoup. Ils pensent que la croissance économique doit passer par l'exploitation des matières premières. Et donc après, ils appellent aussi les entreprises privées, ils ne payent pas des impôts pratiquement pour les faire venir. Mais après, c'est clair que toute cette croissance économique, elle est dans le PIB du pays, mais elle n'est pas concrète dans la vie des gens parce que la richesse sort du pays. Donc on est tout le temps dans ce système néolibéral d'exploitation des ressources, de laquelle tout le continent, je dirais, latino-américain, en quelque sorte, prisonnier. Quoi. Donc c'est la même problématique comme partout. Quoi. Il y a des concessions du terrain pour la part du gouvernement. De l'autre côté, il y a les ONG qui justifient l'activité de l'industrie minière internationale. De l'autre côté, les points de vue des écologistes qui argumentent qu'il faut défendre toute la nature, les valeurs culturelles, éthiques et tout ça des kéros. Et après, les kéros, ils finissent pour se limiter parce qu'il y a des représentants d'un côté de l'église évangélique, de l'autre côté, ceux qui défendent les ancêtres. Pour la cosmologie des Indiens sud-américains, et de l'autre côté, les gouvernements qui argumentent qu'il faut de l'argent, qu'il faut rentrer et ouvrir des mines pour avoir des ressources, pour investir dans la culture, dans les écoles, les hôpitaux et tout ça. Voilà, finalement, c'est justement le président. On est victime d'une vision occidentale et néolibérale de l'économie. On tombe dans les bras de la mondialisation économique. Voilà. Justement, face à ces conflits-là, qui je disais avant, dans la montagne de Los Angates, c'est justement le président Alan Garcia du Pérou qui était président jusqu'à l'année 2011. Justement, face à ces conflits, qui finalement, c'est les communautés autochtones qui ont gagné, mais, comme je disais avant, en traduisant la montagne comme un être à conserver, plutôt qu'un être qui était doté d'intentionnalité et agentivité, tous les termes qu'il veut utiliser. Il dit en fait, il a dit aux journalistes, écoutez, moi c'est pas ma faute si c'est primitif, parce qu'il a tous les éléments de primitif, il veut pas des mines. En fait, ce qu'ils ont besoin, c'est d'être éduqués. Le pays a besoin de plus d'éducation, et lui, voilà, pour répondre à cette primitivos qui doivent être éduqués. C'est la réponse du président de la République en 2011. Oui, après, ça c'est... Ouais. C'est justement ce que Hale définit comme le relativisme... Comment il l'a défini le relativisme le libéralisme multiculturel. C'est-à-dire que les indigènes, les autochtones sont bien pour le tourisme, pour ce genre de choses, jusqu'au moment qui entre en contraste avec ce type de dynamique liée à la croissance économique, le marché néolibéral. Donc, avec toute cette protection, si vous voulez, par l'État péruvien, donc de mettre... Le Pérou, c'est le pays qui a plus, en fait, de protection pour les biens immatériels. Aussi, les Kéros sont en train d'attendre par l'UNESCO la protection des biens immatériels de ces chansons. Donc, d'un côté, on a tout ça qui se développe,
le Pérou, c'est pour un marché touristique, même identitaire d'un passé des Incas, mais tout cela jusqu'au moment que ça n'entre pas en conflit avec le développement néolibéral. C'est pour ça que j'aime bien la définition multiculturelle et néolibérale de chauvinisme, parce qu'ils ont un passé aussi culturel, impérialiste, les Péruviens et tout ça. Moi, je viens d'Équateur et tout ça, mais je sais comment ça se manipule un peu très culturellement le Pérou. Et toujours, il se croit vraiment le propos d'Amérique du Sud, le propos du monde, comme on dit. Ça, je ne peux pas lire, mais... De ce point de vue, les Péruviens, ils font tout pour défendre sa culture, d'un côté, pour lutter, pour maintenir tout le pouvoir économique en Amérique du Sud et pour jouer un rôle politique et géostratégique surtout. Mais de l'autre côté, sur les classes nationales qui fait des ravages dans l'économie des cultures comme les créoles et tout ça. Ça, c'est vous qui le dites, mais je ne suis pas équatorien, mais je sais que si l'Équateur et la Bolivie, même s'ils ont mis dans leur constitution le droit à la nature, dans les faits, c'est très différent aussi ce qui se passe en Équateur et en Bolivie. Donc, je dirais que le problème est plus global que péruvien. Mais bon, ça, c'est juste mon avis. Je vous remercie. Il faut qu'on rentre dans la salle. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir.